Bonjour les troisièmes, je vous retrouve pour un nouveau chapitre, le chapitre H6, donc un chapitre d'histoire sur la construction de l'Union européenne qui s'est faite pendant la guerre froide. Je l'ai intitulé donc Une réponse européenne à la guerre froide et vous allez devoir copier ce titre dans la partie cours du cahier en prenant 2 nouvelles pages. Donc on copie H6, la réponse européenne à la guerre froide dans le cahier partie cours. Et ensuite, le cours, je l'ai mis en pièce jointe dans le cahier de texte. Ce sont des fiches avec des trous, vous n'avez qu'à compléter les trous, pour ceux qui peuvent l'imprimer. Si jamais vous ne pouviez pas imprimer le cours, soit vous avez le courage de recopier les paragraphes, soit on attendra de se revoir pour que je puisse vous donner les fiches. En tout cas, l'important, c'est de visionner la vidéo peut-être 2 ou 3 fois pour bien comprendre ce qui se passe dans l'Europe pendant la guerre froide. On y va. Alors, on ne doit pas oublier que l'Europe, après la guerre de 1939 à 1945, a été très touchée par les destructions, les bombardements, notamment certains pays dont on va parler, mais l'ensemble de l'Europe a été quand même assez touchée. Ici, vous avez la ville de Reims, qui est très touchée par les bombardements. La cathédrale, il n'en reste plus que la moitié. Vous avez ici la ville de Caen en Normandie, ou encore de Saint-Lô. Ces villes de Normandie ont été très touchées, notamment à cause du débarquement le 6 juin 44 des troupes alliées, puisqu'il y a eu des bombardements des avions alliés, les armées qui ont avancé, mais il y a également eu aussi la résistance et les Allemands qui ont essayé de combattre aussi. Donc, beaucoup de dégâts. Mais il n'y a pas que les villes françaises qui ont subi des destructions. Vous avez ici la ville de Varsovie, en Pologne, qui a été complètement détruite par les Allemands. On a également la ville de Berlin, ou encore la ville allemande de Dresde, puisque l'Allemagne a été fortement touchée par les bombardements, vu que les soviétiques ont libéré l'Est de l'Allemagne et les Alliés l'Ouest de l'Allemagne. Encore un exemple, la ville de Londres, très sévèrement touchée notamment pendant le Blitz, quand Hitler, au début de la guerre, essaye de prendre l'Angleterre. Ou encore, dernier exemple, la ville de Prague, qui elle aussi a subi de très gros dommages. Alors voilà ce que je vous demande de noter ou de compléter. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, évidemment on peut abréger pour ceux qui copient, l'Europe est ruinée, 50 millions de morts, des destructions matérielles énormes, des pénuries alimentaires. Elle a dû emprunter pour financer la guerre, et à qui est-elle allée chercher de l'argent? Eh bien, aux États-Unis. Ce qui est en rouge, évidemment, c'est ce que vous devez rajouter sur la feuille où il y a des trous. Et on va noter ce premier. Donc la feuille sur laquelle vous complétez, vous découpez. Il y a normalement des lignes en gras. Vous le collez en tant qu'introduction. Et puis en dessous, on note grand A, le premier titre, une volonté, construire une Europe pour préserver la paix. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause. Alors, de quand date cette volonté de faire l'Europe? Elle date de bien avant l'après-Seconde Guerre mondiale, mais c'est Robert Schuman, qui est ministre des Affaires étrangères dans les années 50, qui va relancer cette idée de construire l'Europe. Voilà ce qu'il dit. Notre objectif est de réintégrer l'Allemagne dans le circuit productif et économique des pays démocratiques. Il ne faut pas recommencer l'erreur commise au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire nous obstiner à chercher une garantie contre la revanche ou contre l'hégémonie allemande dans l'isolement de l'Allemagne. Là, c'est un petit tic vis-à-vis de Clémenceau et du traité de Versailles, évidemment, puisqu'on avait humilié et mis de côté l'Allemagne, et ça n'avait pas donné de bonnes choses. Les nécessités de la défense des pays libres d'Europe nous amènent à une conclusion identique. Ces pays se trouvent placés devant un même danger, l'expansionnisme communiste. La présence russe au cœur de l'Europe, et plus spécialement au cœur de l'Allemagne, regardez bien, on est en 1950, il y a déjà eu le blocus de Berlin et la séparation de l'Allemagne en 2 pays, l'emprise brutale que le régime soviétique exerce sur les populations et sur les économies des pays de l'Est pose les mêmes problèmes dans tous les pays situés à l'ouest de la Baltique et de l'Elbe. Il faut à ces pays une politique harmonisée.
Donc, Robert Schuman explique qu'il ne faut pas isoler l'Allemagne et qu'il faut en plus s'unir face au danger du communisme stalinien de l'URSS. Donc, ici vous avez une caricature que j'aime beaucoup, où l'on voit donc deux espèces de catcheurs. Donc regardez les slips, hein, on a le catcheur américain face au catcheur soviétique, et puis on a Europa, qui est celle qui représente l'Europe. Et Europa, eh bien voilà ce qu'elle dit: messieurs, vous avez tout intérêt à rester en bon terme avec moi, en effet, je pense devenir la troisième force. Bon, Europa, ce qu'on peut dire, c'est que elle est pas bien grosse, elle est pas bien forte, elle est petite et elle a les seins qui pendent parce que l'Europe est vieille. Et donc on veut vous montrer, c'est une vieille dame, hein, et donc à côté de ces deux genoux là qui se disputent les territoires, l'Europe a pas l'air de faire le poids. Donc on note, dans le contexte de guerre froide naissante, le monde est bipolaire, on l'a vu dans le cours sur la guerre froide, et il est dominé par l'URSS et les États-Unis qui imposent leur idéologie, je rappelle, hein, un ensemble d'idées. Je rappelle que du côté URSS, il s'agit du communisme et du régime totalitaire, et les États-Unis plutôt la démocratie et le capitalisme. L'Europe de l'Ouest va accepter d'adhérer au plan Marshall, souvenez-vous, ce plan économique que les États-Unis proposent pour reconstruire et avoir des aides financières, donc proposé par les États-Unis. Alors voici les trois pères fondateurs de l'Europe, deux Français, Jean Monnet et Robert Schuman, et au milieu un Allemand, Konrad Adenauer. Quelques hommes politiques européens, qu'on appelle les pères fondateurs de l'Europe, pour la France donc Jean Monnet et Robert Schuman, pour la RFA, Konrad Adenauer, vont proposer en 1950 une collaboration économique autour des valeurs démocratiques pour construire un espace de paix et unir les hommes. Donc c'est à eux qu'on doit la fondation de l'Union européenne. Le couple franco-allemand va devenir rapidement le moteur de la construction européenne. Et vous voyez ici une photographie où l'on reconnaît le général de Gaulle. En 1962, il est revenu et il est devenu président de la République française, qui serre une poignée de main bien amicale à Konrad Adenauer, qui est le chancelier, c'est-à-dire le chef d'État allemand. Alors c'est l'équivalent du Premier ministre, puisque le président de la République allemande n'avait pas beaucoup de pouvoir. Et une vraie amitié va se lier entre ces deux hommes, ce qui va permettre de construire l'Europe. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent les États-Unis de cette union des pays européens? Eh bien voilà ce que dit Kennedy, j'en ai déjà parlé, nous ne considérons pas une Europe forte et unie comme une rivale, mais comme une associée. Nous croyons qu'une Europe unie sera capable de jouer un plus grand rôle dans la défense commune et de répondre plus généreusement aux besoins des nations plus pauvres, de défendre une communauté de nations libres. Autrement dit, pour Kennedy et les États-Unis, l'Union européenne pourrait être un rempart supplémentaire contre le communisme de l'URSS. Donc les États-Unis soutiennent ce projet qui ne peut que renforcer leurs alliés européens face au communisme. Et donc tout va se précipiter et aboutir à quelque chose de plus concret. Le 9 mai 1950, Robert Schuman dit ceci: « L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord des solidarités de fait. » Et donc voilà ce qu'il propose. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire, c'est-à-dire qui a 100 ans, de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation d'autres pays d'Europe. La solidarité de production qui sera ainsi nouée sur donc les matériaux du charbon et de l'acier manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Et ça, c'est une idée de génie, puisqu'en mettant la production commune entre les mains d'un groupe franco-allemand commun, le charbon et l'acier sont désormais fabriqués extraits du sol ensemble, il n'est donc plus possible de fabriquer des armes avec ces matériaux, en tout cas l'acier, sans
que l'autre en soit prévenu. Donc ça évite quand même de préparer des guerres en douce. Et donc, il y a plein d'autres pays qui vont dire « Oh, cette idée nous plaît bien, nous aussi on veut faire partie de cette association ». Résultat, en 1951, 6 États décident de mettre en commun leur production d'acier et de charbon. C'est la naissance de ce qu'on appelle la CECA ou la CECA. Ils favorisent le rapprochement franco-allemand, c'est le début de la construction européenne. Et donc, on va noter en plus du papier que vous avez à compléter, la définition de CECA ou CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et on va noter ces 6 pays qui nous rejoignent, donc la France et l'Allemagne, attention que la RFA évidemment, puisque la RDA elle est sous la coupe de l'URSS, auquel on ajoute le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, et l'Italie. Mais ça marche tellement bien, cette CECA, qu'on va vouloir aller beaucoup plus loin. Regardez ici, nous sommes en 1957, et plusieurs pays se réunissent, donc les 6 pays du départ, on reconnaît ici tous les pays avec celui qui est envoyé pour signer, ils vont signer quoi? Ce qu'on appelle le marché commun, ou encore la communauté économique européenne. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez, article 3, voilà ce qu'on veut, l'élimination entre les États membres des droits de douane pour faciliter le commerce, l'établissement d'un tarif douanier commun et d'une politique commerciale commune envers les États extérieurs à cette nouvelle communauté, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, c'est-à-dire de l'argent. Donc, autrement dit, on veut que les hommes et les marchandises puissent se transporter librement entre tous les pays, puissent circuler librement. Mais aussi, on demande une instauration d'une politique commune dans le domaine de l'agriculture, ça va s'appeler la PAC, la politique agricole commune, et l'instauration d'une politique commune dans le domaine des transports. Ce que j'ai pas mis, c'est qu'on choisit aussi une politique commune dans le domaine du nucléaire. Donc, grand B, la naissance de la CEE. Regardez cette petite carte qui était destinée aux enfants, vous avez les 6 pays de cette CEE, et on vous explique que c'est pour un avenir meilleur. Et donc on colle ce petit texte, le 25 mars 1957, 6 pays signent le traité de Rome, à Rome évidemment, et fondent la communauté économique européenne, avec pour objectif l'établissement d'un marché commun. Donc marché, il faut le prendre au sens d'un marché qu'il peut y avoir sur une place publique. Là, c'est tous les pays qui mettent en commun leur commerce. Libre circulation des marchandises, libre circulation des capitaux et des hommes, et on mettra en plus une coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire, ça va s'appeler Euratom. Alors attention, énergie nucléaire civile, pour fabriquer l'électricité par exemple, pas le nucléaire militaire. Et aussi mise en place dans le domaine agricole et les transports. Alors je vous retrouve dans une seconde vidéo puisque j'ai une vidéo dans la vidéo à vous montrer et je préfère donc vous la laisser dans la deuxième partie. Donc regardez la deuxième capsule vidéo sur la construction européenne.